Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Face à l'invité. Aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence d'une personnalité qui n'est plus à présenter. En tout cas, nous recevons pour vous le professeur Baudouin Boissa. Comme vous le savez, il est président du G14, mais également professeur des universités. Voilà, professeur émérite des universités. Et puis, il est un proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Joseph. Allez, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez. Très bien. Alors, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, c'est déjà le 6 avril où la première fois qu'on célèbre un jour férié en mémoire de Simon Kimbangu, d'heureuse mémoire, que l'on peut dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces grands hommes-là? Bon, c'est que ce fut un homme courageux, un chrétien, protestant, qui s'est détaché de son église pour créer son église pour, en fait, la race noire. Et c'est extraordinaire. Hein? Et il va dire, en 1921, que le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Une façon de dire qu'un jour, les blancs partiront et les noirs vont rester seuls, diriger leur pays. Et c'était courageux de sa part, il en est mort d'ailleurs, en 1951, à Elisabethville, aujourd'hui, Lubumbashi, je crois, c'est ça. Bon, alors, cette journée, nous la devons à Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. Il a promis et il l'a fait. L'année dernière, il a pris une ordonnance instituant une journée fériée et chômée en RDC pour saluer le courage de Tata Simon Kimbangu ainsi que la conscience africaine. Je crois que mais pourquoi la conscience africaine? Pourquoi la conscience africaine? Non, vous savez que Kimbangu lui pressait pour tous les Noirs. Vous comprenez? Tous les Noirs d'Afrique. Et le kimbanguisme s'est répandu à travers l'Afrique aussi. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a des kimbanguistes. Il y en a au Congo-Brazzaville, il y en a en Angola, etc. Donc, c'est une église qui va s'étendre partout où il y a les Noirs, et notamment là où sont partis les esclaves, n'est-ce pas, qui venaient du Congo belge. Donc, c'est une mémoire collective de nous, de la race noire. Est-ce que ce n'était pas pour des raisons de propagande, parce qu'on était à quelques mois des élections, hein, lorsqu'on institua non, quand il a cette promis date ça, on n'était pas encore en élection. C'est l'année après qu'il a honoré sa promesse. Ce n'est pas la première fois qu'il honore des promesses, vous le savez. Alors on devra s'habituer chaque 6 avril. Non, ça c'est terminé, hein, c'est journée fériée chômée. C'est décidé, c'est entré dans le calendrier de notre pays. Nous espérons qu'il y aura d'autres parce que vous savez que nous, les anciens baquistes, nous attendons aussi que la journée du 24 mars soit proclamée chômée et payée, comme l'est la journée de la mort de Lumumba, la journée de la mort de Laurent Désiré Kabila. Finalement, on risque d'avoir combien de jours fériés? Parce que nous avons une économie qui n'est pas... Non, parce que Joseph Kasavubu, c'est lui le père de l'indépendance de notre pays. Il mérite d'être honoré comme George Washington aux États-Unis, comme d'autres pays encore. Donc je crois que nous sommes heureux que ce soit Kimbangu d'abord, parce que Kimbangu, c'est lui le précurseur de Joseph Kasavubu. Très bien. Voilà. Alors, on va changer de chapitre, docteur.
professeur, vous avez bien sûr appris que finalement, c'est Madame Judith qui a été l'oiseau rare choisi par le chef de l'État pour conduire les affaires du gouvernement prochain, pendant que le deuxième mandat doit prendre corps. Première femme, d'abord, pour occuper ces postes-là, et puis première personnalité du Congo central à occuper également ces postes. Votre réaction? Bon, le Congo central a l'habitude des premiers. Hein? Nous avons le premier prophète, Simon Kimbangu. Nous avons eu le premier président de la République, Joseph Kasavubu. Qu'est-ce que vous voudrez dire par là? Attendez, c'est le Congo central qui donne... Nous avons eu le premier universitaire, qui est José Panda, pour les uns, et Thomas Kanza pour les autres. Et nous avons Sophie Kanza, première femme universitaire, mais première femme ministre dans notre pays, toujours du Congo. Et maintenant, nous avons eu le premier président du Congo et puis la première ministre de notre pays. C'est un honneur. C'est un honneur qu'on fait à notre peuple et à l'ensemble de notre pays. Mais un honneur aussi à la femme congolaise. Mais je dois dire à la femme congolaise que ce n'est pas la première fois qu'on lui rend hommage comme ça. Hein? Parce que dès 1967, le pays a eu pour la première fois un ministre femme. Et c'était la première femme africaine ministre. Ah bon? Ouais. Donc c'est toujours le Congo central qui donne de la voix? Contrairement à ce qu'on pense, l'émancipation féminine, je crois qu'elle est venue du Congo central. Je pense. C'est ça. Et elle, ce n'est pas une oiseau rare. Ce n'est pas comme Sama. Sama était un oiseau rare. Mais elle était ministre d'État au sein du gouvernement. Elle était avec nous. Même si elle a fait tout son cursus en Europe, même si elle a beaucoup travaillé dans des organismes internationaux, elle est avec nous. Elle est des nôtres. Nous qui avons accepté de revenir travailler dans notre pays pour mettre notre technicité, notre compétence au bénéfice de notre pays. Alors maintenant, la nomination, c'est une chose, mais les défis qui attendent, c'est une autre chose. Mais elle l'a dit, qu'il y a beaucoup de défis à surmonter, mais elle ne va pas les surmonter seule. Elle a raison. Elle doit être soutenue. D'abord par le président de la République, ensuite par toutes les autres institutions, parce que la primature, c'est une institution spéciale au cœur de l'État, parce que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement. Tout passe par le gouvernement. Et donc, même ceux qui ne sont pas au gouvernement doivent savoir qu'ils doivent lui apporter leur soutien. Par les impôts, par le respect de la loi, par beaucoup de choses. En faisant le travail correctement dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, une certaine opinion estime qu'il a fallu un homme qui soit beaucoup plus courageux parce qu'on a tellement de problèmes dans ces pays. Il faut qu'on ait un homme qui ait la force de descendre sur terrain pour donner des go Mais nous avons déjà eu des premiers ministres faibles. Je ne cite pas leur nom. Hein. On en a eu. Hein. C'était des hommes. Hein. Ça ne veut rien dire. Les deux, elle a l'habitude de se battre. Elle a l'habitude. Parce qu'aux Nations Unies, elle a assumé des responsabilités très importantes dans le développement intégral et aussi dans la défense et la sécurité d'autres pays que la RDC. Donc, elle ne vient pas du ciel comme ça. Très bien. Je crois qu'elle est prête. Maintenant, s'il faut faire une certaine projection face à tous ces défis que nous avons
comment doit être, que doit être... Je vous vois venir. Oui, oui. Quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement, disons de la première ministre, où elle doit commencer par où? Parce que les problèmes sont énormes. Ah bon? Alors, comment doit être son gouvernement d'abord, l'équipe, le profil? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on doit avoir comme ministre, Je ne comme sais pas membre ce que du vous gouvernement? voulez que je vous dise. Elle doit commencer par quoi, c'est ça? Non, dites-moi ce que vous dites, ce n'est pas clair. Je disais ceci. Les défis sont énormes. Alors. Les défis sont donc, énormes. D'abord, le premier défi, c'est quoi? oui. C'est la formation du gouvernement. Oui. Il faut qu'elle forme un gouvernement qui répond aux normes de la Constitution, qui respecte la représentation nationale, qui respecte la femme, qui respecte un certain nombre de paramètres qui nous amènent des ministres qui ne seront pas des stagiaires ou des étudiants, mais des ministres qui, quand ils vont arriver, ont déjà vu un signataire. Des hommes compétents, des hommes intègres, des hommes nationalistes, des hommes patriotes et quand même fidèles au président de la République. C'est ça. On en trouve toujours au pays. Pardon? On en trouve toujours ces personnalités-là. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'infiltrés. Parce que lorsque... Il y a beaucoup d'infiltrés qui font semblant d'être de Félix Tshisekedi, mais en fait, ils sont ailleurs. Il y en a. Et elle doit faire attention. Elle doit s'entourer des services pour lui dire, voilà. Quand elle aura fini, elle doit tamiser. Et là, on voyait ça au service. Mais on voit un peu le profil des gens là, d'où ils viennent, quoi, ils font quoi, qu'est-ce qu'ils sont. Comme c'était avant. Avant, c'était comme ça. Donc, les noms qui sont proposés sont filtrés par des services. Doivent être filtrés. Oui, et c'est comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. On ne voit pas nos ministres comme ça, quelqu'un qui vient du ciel quand même. Mais ici, comme vous le savez, on arrive, il ne sait pas qu'il y a une lettre. C'est un problème. Attends, on arrive, il ne sait pas qu'il y a une lettre. Oui. Mais professeur, vous le savez qu'ici, ce sont des chefs de parti qui désignent et on doit désigner ça ne veut rien dire. Bon, j'ai eu la chance de participer 2, 3, 4 fois à la formation d'un gouvernement. Les chefs de parti, quand ils proposent au moins 3 noms au Premier ministre. Ils donnent aussi leur profil, leur CV. Et c'est le Premier ministre qui va décider de ce qu'on va en faire. Et puis, il va discuter avec le président. Parce que la formation du gouvernement ne regarde pas que le Premier ministre. Parce que celui qui nomme, c'est le chef de l'État. Oui, professeur, mais le problème est que dans notre pays, il y a des intelligences, il y a des technocrates, il y a des personnalités qui peuvent aider le pays, mais malheureusement, ils ne sont pas dans des partis privilégiés, et finalement, ils n'ont pas droit au chapitre. On ne sait pas. De toute façon, le gouvernement, bon, moi je ne suis pas dans la formation du gouvernement, mais ce que je sais, c'est que le président a le loisir de se dire que les formations et regroupements politiques ont un quota de 80% ou 70%, et 30%, c'est la société civile. Et dans la société civile, il y aura les hommes du président. Oui, il peut le faire aussi. Comme ça, le Premier ministre sera à l'aise. Très bien. Alors, pendant ce temps... Mais je sais, je crois qu'elle est bien encadrée, elle a la résilience, elle a l'expérience, c'est que elle va bien se débrouiller. Et j'ai appris qu'elle est en contact aussi avec son prédécesseur. Et moi, je lui donne mon expérience de ce que j'ai vu. J'ai participé à la formation de moins 2 à 3 gouvernements. Ça se passait comme ça. Alors, quand nous étions à la CNS, on a élu Papa Tshisekedi. Il y avait peut-être... il y avait 12 composantes. Chacune des composantes à la CNS a envoyé les noms. Et on n'avait pas... Le Premier ministre, c'était du papa.
n'a pas dit envoyer seulement un dossier, non. On envoie autant de dossiers comme vous voulez. Professeur, et puis, attendez, oui, allez-y. Et puis c'est à elle à dire que le quota c'est ça et ça. Maintenant, il semble que le quota des regroupements politiques, etc., est déjà fixé par l'informateur, il semble. Mais je pense quand même que le président et la première ministre, ils vont prévoir un quota pour ceux qui ne sont pas du gouvernement et qui ne peuvent pas être exclus de l'exercice gouvernemental. Alors, je pense. L'autre grande reproche dans notre pays, on prend trop de temps pour former un gouvernement. Nous avons vu au Sénégal, par exemple, là, je vais ça vous coule. répondre rapidement. Non, c'est constitutionnel. Toutes ces étapes-là, c'est dans la Constitution. De notre temps, dans la Deuxième République, il n'y avait pas d'informateur. Il n'y avait pas. Maintenant, c'est dans la Constitution. Donc, espérons que cela va aller un peu plus vite, hein, parce que la population s'impatiente. Non, le Parlement devra réviser la Constitution pour alléger la procédure pour former un gouvernement. Un Parlement qui n'a même pas un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors même si on nommait le ministre aujourd'hui, il ne faut pas prêter serment. Non, ils sont bloqués. Donc, je crois que ce sont des choses à revoir. Hein. Mais c'est le processus de Sun City qui nous a mis dans ce brouhaha après la fameuse constitution de l'accord global et inclusif, que vous savez qu'elle est très contestée pour le moment. Hein. Allez, on parle autre chose. On reverra ça un jour. On parle et autre le plus tôt, c'est le mieux. Parlons sécurité, en tout cas, avant d'aller vers la fin de cette émission. Vous venez de suivre qu'il y a le conseiller politique de Corneille Nangaa qui a été arrêté et qui a fait des aveux, qui dit qu'il y a des personnalités importantes politiques du pays qui soutiennent Corneille Nangaa et sa rébellion. Joseph, comment réagissez-vous à une telle information? Je vous connais, vous déviez maintenant. Nous étions dans les défis que va affronter le Premier ministre immédiatement. Tu es déjà dans l'histoire de Nangaa. Non. Il y a un grand défi. Elle forme le gouvernement. Elle commence par quoi? Hein? Le premier défi qu'on a aujourd'hui dans ce pays, qui est en train de mettre en difficulté l'essence même de notre pays, c'est la guerre. C'est le premier défi qu'elle va gérer avec le président de la République. La guerre. Avec le Rwanda et ses supplétifs du M23 et autres. Pas seulement le M23, il y a les ADF, etc. La guerre parce que, mon ami, c'est depuis 1994 que nous avons plus de 12 millions de morts, de morts gratuits. Parce que un certain M. Kagame s'est retrouvé là-bas, venant de... Ah, maintenant, il a été rejoint par des Congolais, hein? Oui, tout à fait. Non, mais ces Congolais-là, nous devons nous en occuper. Moi, je pense que un moment, on fera quand même l'histoire et tout ça. Le génocide congolais, on ne s'en occupe pas. Le Rwanda va son génocide. Nous, non. On doit tuer les gens et puis nous sommes tranquilles. Non. Donc, le premier défi de Maman Judith, c'est regarder vers Jean-Pierre Bemba, la défense, la sécurité du territoire. Ce défi-là, qu'affrontait le Marshal Mobutu tous les jours, qu'affronte Félix aujourd'hui tous les jours. C'est un grand défi. Parce que sinon, hein, il y a déjà le Sud-Soudan, hein, et vous avez plusieurs pays qu'on a démembrés. Hein, et nous, notre pays dit, aucun centimètre de notre territoire ne peut échapper. Donc, à mon avis, après la formation du gouvernement, hein, elle va voir, comme elle s'y connaît, d'après ce que j'ai vu dans son curriculum, comment elle va aborder ça. Comment poursuivre ce que
le gouvernement Sama a commencé. Hein? La restructuration des mécanismes qui permettent à nos forces armées, hein, que je félicite, de bouter hors de notre territoire cette bande de voyous. Bouter hors. Et moi, je suis plus fort encore. Moi, je voudrais que le président voit dans quelle mesure une brigade peut aller corriger nos amis du Rwanda là. Hein? Les corriger, entrer là-bas et puis les chasser eux aussi. Au lieu de venir semer les troubles chez nous. Voilà le deuxième défi. Troisième défi. Le troisième défi, c'est la gouvernance financière, économique et financière. Et le chef a dit que cette fois-ci, il ne va plus commettre des erreurs. C'est important. Mais dans ce domaine de la gouvernance, il y a eu des progrès énormes. On est passé d'un budget de 3 milliards à 16 milliards. C'est énorme. Et les réserves qu'ils ont trouvées, 600 millions, 700 millions, nous sommes à 5 milliards, point 1. C'est énorme. Mais le peuple a dit, nous avons faim. Nous avons faim, nous ne savons plus manger. Nous ne savons plus nous promener. Nous ne savons plus nous loger. Le défi social. Parce que Félix Antoine Tshisekedi, fils du Sphinx, ne doit jamais oublier qu'avant, chaque fois qu'il se réveille, chaque qu'il dort, il est l'enfant du Sphinx. Le peuple cofondateur, non? Cofondateur, non. Cofondateur d'un parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Progrès social. Et là, les gens l'attendent au tournant. Même si, de ce côté-là, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la couverture universelle en matière de santé, etc. Oui, mais les gens attendent plus concret que ça. On va devoir chiffrer. Ce sont les défis majeurs. Maintenant, par rapport à la question là. En tout cas, dans une minute. Oui. Parce qu'on va devoir laisser le plateau pour un direct. Il y a des gens qui ont rejoint qui? Monsieur Corner Nanga, qui est le chef de... Oui, on doit commencer d'abord. Les cours de tribunaux doivent se saisir de cette question. Hein? Commencer par saisir l'Interpol. On doit les arrêter où ils se trouvent. Ils doivent venir ici. Ils doivent être mis en accusation. Ils doivent être sanctionnés. Heureusement que le moratoire saute contre la peine de mort s'est évanoui. On doit s'en occuper de ces gens-là. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est très clair. Oui. Il n'y a aucune discussion à avoir avec eux. Voilà. On ne négocie pas avec les gens qui rejoignent le club des assassins du peuple congolais. C'est inacceptable. C'est par ces mots révolutionnaires, en tout cas, du professeur Baudouin Boissa, que nous allons devoir mettre fin à cette tranche. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui devaient être dites. Je crois que Dieu nous donnera ou nous aurons d'autres circonstances pour continuer à en parler. Parce que celui que nous avons reçu, c'est un grand orateur. Vous concluez, en tout cas, vous avez 10 secondes. 10 secondes pour conclure. Et par rapport à la guerre, je répète, d'abord, fight, d'abord nous battre. C'est-à-dire que nous devons donner beaucoup de moyens à l'armée, nous battre pour chasser ces gens. Après, on peut talk, après on peut causer, mais en position de force. Voilà, fin donc de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.